Et j'invite maintenant Catherine Milok à nous rejoindre pour un sujet autour de la migration et des changements climatiques, liés au changement climatique. Je vous remercie de m'avoir invité au forum de l'Institut Transition 1,5 degrés. Dans cet exposé, je vais vous donner un aperçu d'économiste du sujet de lien entre le changement climatique et les migrations. C'est un sujet qui suscite beaucoup d'images et de débats. Et pour commencer, je voudrais reprendre un des graphiques emblématiques, je pense, du dernier rapport d'évaluation de GIEC. Ici, vous voyez donc la lente progression des températures. Et une des conclusions que je voulais porter dans cet exposé, c'est qu'il n'y a pas de lien automatique entre l'augmentation des températures et le nombre de déplacés et de migrants. Et en fait, dans le public, on pense souvent à la hausse de température lente et graduelle comme la manifestation principale du changement climatique. Mais comme vous le savez, la distribution du climat, quand il change, ça mène aussi une fréquence accrue des événements extrêmes climatiques. Et on va voir que l'impact sur les migrations et les déplacés va beaucoup dépendre du type de manifestation de changement climatique. Mais pour commencer, je voudrais un peu resituer ce débat dans le cadre des négociations au sein des parties à la conférence de la Convention cadre des Nations Unies. Donc, en fait, c'était que, si je ne me trompe pas, à la COP à Cancun, que les migrations et les déplacements et aussi les relocalisations des gouvernements, de la population, étaient reconnus comme un défi pour les politiques de changement climatique. On n'en parlait pas, au même titre qu'on parlait peu de l'adaptation. Donc là, j'ai cité des anciens rapports de GIEC qui notaient ce risque de déplacement, mais qui disaient en même temps qu'ils n'accordaient peu de confiance dans les estimations quantitatives. Donc, il disait bien qu'il y avait un risque, mais qu'on avait très peu de confiance dans les quantifications de nombre de migrants et de déplacés. Ça, c'était donc, là, je cite aussi le rapport spécial du GIEC de 2012, mais ça, c'était le discours dans les anciens rapports d'évaluation du GIEC. Quand on regarde aujourd'hui le dernier rapport, le 6e rapport d'évaluation du GIEC, le discours a changé un peu parce qu'on dit qu'il y a une confiance élevée, que le forçage anthropogénique du climat a eu un effet sur les déplacements à l'intérieur des pays, mais qu'il reste quand même une grande incertitude pour quantifier le nombre de déplacés au-delà des frontières. Donc, il va y avoir d'autres intervenants dans ce forum plus tard dans la journée qui vont plus se focaliser sur le rapport de GIEC, mais je voudrais en introduction juste situer ce débat dans le dernier rapport d'évaluation du GIEC. Revenons donc aux chiffres, parce que même si le GIEC souligne, et moi je suis d'accord, qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour de ces quantifications, tout le monde souhaite des chiffres. Donc ici, j'ai juste donné quelques-uns des chiffres les plus connus. Donc je cite notamment, il y a 2 rapports mensuels de la Banque mondiale. Donc vous voyez ici, c'est les chiffres là de la Banque mondiale qui se limitent prudemment à chiffrer le nombre de déplacés à l'intérieur des pays. C'est des estimations d'ici 2050. Ici, je cite le chiffre de 216 millions de migrants internes. Ça, c'est sous le scénario d'émission, le RCP 8,5, le scénario le plus pessimiste, d'émissions comme avant, en fait.
Et là, on obtient ce chiffre. Est-ce que vous connaissez le nombre de migrants internes actuellement dans le monde? Pour donner un peu de... Pour situer ce chiffre. Est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est peu? Donc, il y a peu d'études exactes du nombre de migrants internes aujourd'hui dans le monde. On dit qu'il y a autour de 700 à 800 millions de migrants internes. Le nombre de migrants à l'international, là on a de meilleurs chiffres, c'est autour de 280 millions actuellement, c'est un stock. Le nombre de personnes dans le monde qui vivent dans des pays dans lesquels ils ne sont pas nés. Donc ça donne un peu de perspective sur ces chiffres. On a aussi des chiffres quand il s'agit de déplacer à l'intérieur des pays. On a le IDMC, qui est un centre qui décompte chaque année le nombre de déplacés à l'intérieur de leur pays suite à des désastres naturels et des conflits. Donc là, j'ai juste donné des chiffres de 2020, de 40,5 millions, et dont presque 24 millions déplacés à cause de désastres, qui sont pour la plupart des désastres météorologiques et climatiques. Il y a aussi une étude qui a eu beaucoup d'écho dans la presse sur les demandes d'asile vers l'Union européenne, qui, de nouveau sous le pire des scénarios d'émission, le RCP 8,5, disait que le nombre d'asiles vers l'Union européenne pourrait doubler d'ici la fin du siècle. Et en dernier point, je reprends une étude économique. Donc, pourquoi économique? Il prend en compte le fait que quand il y a des flux de migrants entre les pays, cela va affecter l'équilibre dans les marchés de travail. Par exemple, s'il y a un flux de migrants, donc plus de main-d'œuvre, cela va faire baisser les salaires, ça va de nouveau changer les incitations économiques à migrer, etc. Donc, qui dit que pour avoir, et cette fois-ci, il parle bien de migrants à l'international. Donc, c'est Bursinski et al., donc il chiffre le nombre de migrants futurs à l'international vers 200 millions d'ici 2050. Mais ce qui est le plus intéressant, moi je ne veux pas focaliser sur le chiffre, parce que je suis d'accord avec le dernier rapport d'évaluation du GIEC, qu'on a peu de confiance pour chiffrer le nombre de migrants, surtout à l'horizon vers la fin du siècle. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est où vont ces migrants finalement. Ce n'est pas tellement le nombre où on va voir des renforcements des flux. Et donc, quand on parle de migration, ce qui est important à savoir, c'est que le coût de migrer diminue avec le réseau de migrants existants. Donc, on trouve de l'aide pour traduire, pour trouver de l'emploi, pour se loger. Et donc, on voit bien dans ces projections, comme dans d'autres projections, qu'il s'agit plus de renforcement dans des couloirs de migration déjà bien connus, comme par exemple entre le Mexique et les États-Unis, suite à des empirements de sécheresse dans le Mexique. Ou par exemple entre les Philippines et les États-Unis, parce qu'il y a déjà des réseaux existants des immigrés philippins aux États-Unis qui peuvent aider les personnes affectées par des typhons à venir. Donc, quand vous voyez ce chiffre de 200 millions de migrants à l'international en 2050, la même étude montre qu'il y a un peu moins d'un cinquième qui vont se diriger vers les pays de l'OCDE. Donc ça donne aussi une autre perspective des chiffres qui sont souvent cités dans les médias autour de ce sujet. Donc je ne pouvais pas m'empêcher de mettre quand même un slide sur les nombres, parce que c'est ça dont on parle souvent dans la presse, mais je trouve que ce dernier chiffre, ce n'est pas suffisamment souligné. Donc, mon exposé aujourd'hui est structuré autour de faits stylisés. Je pense que je voudrais vous exposer 6 faits stylisés, comme je le vois, autour de ce sujet un peu épineux. Et le premier est très simple, vous vous en doutez bien, c'est qu'il convient de distinguer la réponse migratoire selon le type de manifestation de changement climatique. Et notamment ici, on reprend souvent une typologie où on sépare les processus graduels et progressifs, comme l'augmentation des températures, le changement de la précipitation. Il peut aussi s'agir de la désertification, des montées de mer, qui peuvent avoir des effets de seuil et être irréversibles, mais qui tout de même se jouent sur des décennies ou plus. Et on peut séparer la réponse migratoire à ce genre d'événements vis-à-vis
des fast onset events, comme on dit en anglais, c'est-à-dire en termes de tous les jours, des désastres naturels. Et donc, ce qu'on voit dans les recherches sur les liens entre le changement climatique et les migrations, c'est que c'est plus le type de changement, donc les hausses de température à long terme, les changements de précipitation qui vont pousser les personnes à migrer d'une façon permanente. Et certes, il peut y avoir beaucoup de personnes déplacées suite à des désastres, des événements climatiques extrêmes, il peut y avoir de grandes urgences humanitaires, mais souvent les déplacements sont à court terme, temporaires dans le meilleur des cas, et à des distances plus courtes. Donc on a tous aussi les images des ouragans, notamment même dans des pays à haut revenu comme les États-Unis, l'ouragan Katrina, l'ouragan Sandy. Et notamment quand on regarde Katrina, donc il y avait des déplacements parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, les quartiers étaient inondés, mais il y a ensuite eu une migration de retour. Mais cependant, tout le monde n'est pas retourné dans la ville. Et là, il y a de grandes différences selon les caractéristiques socio-économiques. Donc il y a des changements de la composition de population, même si la migration était temporaire et la plupart des gens sont revenus, où on a retrouvé le niveau de population. Donc ça, c'est un premier fait stylisé. Après, ici, je reprends un graphique connu de rapport de la Banque mondiale, le Groundswell Report, parce que je pense qu'il illustre très bien tout le spectre des migrations. Parce que tout comme les changements climatiques sont multiples, les migrations sont multiples. Et je n'ai pas bien défini la migration. Donc, on parle souvent de migration. Ça sous-entend le composant volontaire, migration économique. Et quand on se déplace ici de gauche à droite, on va vers l'échelle du composant involontaire. Et quand on utilise le mot déplacement, on veut surtout souligner le fait que c'est involontaire. Il y a aussi, à la limite de déplacement involontaire, le statut de réfugié. Nous pourrions en revenir dans les questions et réponses parce que, comme vous le savez, il n'existe pas actuellement un statut juridique de réfugié climatique selon la Convention de Genève qui est le cadre juridique des réfugiés. Donc, quand on parle de migrants climatiques ou de déplacés climatiques, je préfère, au lieu de parler de réfugiés, d'utiliser ce terme de migrants climatiques qui est défini par l'Organisation internationale des migrations, l'OIM. Donc, un migrant climatique, c'est une personne, un groupe de personnes qui quittent leur lieu habituel de résidence suite à des changements climatiques, soit soudains ou progressifs. Et ils vont soit se déplacer à l'intérieur de leur pays, soit à l'international, soit pour une courte durée ou d'une façon permanente. Donc, cette définition de migrants climatiques de l'OIM est très large, encadre à la fois une grande échelle, différentes échelles géographiques et différentes échelles temporelles. Et ce qu'a fait donc la Banque mondiale dans ce graphique, c'est de vraiment souligner le fait qu'on parle beaucoup des migrants et les déplacés, donc toutes les mobilités humaines, qui peuvent donc être soit à l'intérieur des pays, soit traverser des frontières, mais on parle moins des immobilités. Et ce qu'on sait de l'économie de migration, c'est qu'il y a une sorte de relation en U inversée avec le revenu par tête dans un pays. Donc, quand on devient plus riche, on pense souvent à tort, parce que c'est le cas de la France, on a moins d'incitation économique à migrer. On migre pour chercher un meilleur revenu ou de meilleures conditions de vie pour sa famille. Quand on parle de migration, donc volontaire, mais dans les pays vraiment très très pauvres à faible revenu, les personnes n'ont pas les moyens à payer les coûts de la migration, qui est non seulement le coût physique de déplacement, de voyage, mais aussi les coûts liés aux restrictions de barrières aux frontières. Donc, aux effets de changement climatique, le fait que toutes les études économiques le montrent, les effets de changement climatique, c'est de réduire la productivité économique, surtout dans le secteur agricole, de baisser les revenus. Et ça veut dire qu'il y a de grandes parties de population dans les pays les plus pauvres
qui ne vont pas pouvoir migrer suite au changement climatique, mais qui vont plutôt être piégés, donc immobiles. Et quand ça, c'est une immobilité involontaire, c'est un problème. Et donc, ils ne vont pas pouvoir utiliser la migration comme une stratégie d'adaptation. Donc, si j'avais commencé mon discours par faire les références au GIEC, c'était pour dire qu'aujourd'hui, on admet que la migration ou les migrations constituent une sorte de stratégie d'adaptation. Et ce que je souligne, ce rapport de la Banque mondiale et beaucoup d'autres personnes, c'est qu'il faut peut-être déplacer un peu l'attention vers les parties de la population qui ne peuvent pas migrer, parce que souvent on prend la perspective des pays d'accueil qui sont concernés des effets et des conséquences des migrants dans les pays de destination. Si on se place dans une optique plus large de bien-être global et des pays touchés par le changement climatique, les pays d'origine des migrants, le fait, c'est qu'une grande partie ne vont pas pouvoir utiliser la migration comme stratégie d'adaptation et les politiques d'adaptation devraient peut-être se déplacer plus pour voir ce qu'on peut faire vis-à-vis de ces populations-là, en plus d'accompagner les migrants climatiques. Ça, c'est une autre fête stylisée qu'on oublie. Après, un troisième fait stylisé que moi je voudrais souligner, qui est aussi très connu, surtout par les économistes, c'est que le changement climatique va augmenter les inégalités dans le monde. Donc, ce n'est pas juste un effet absolu sur le revenu, une baisse de revenus, de production économique et de suite de bien-être des individus, mais il y aura une augmentation de revenus interpays. D'abord, parce qu'on sait que les effets du changement climatique sont concentrés à de faibles latitudes, donc des pays qui sont déjà pauvres ou émergents, qui vont voir une plus grande diminution de leurs revenus par rapport à des pays plutôt riches, à des latitudes plus élevées, qui ont les moyens de s'adapter. Donc ça va creuser l'écart des inégalités interpays, mais aussi intrapays, parce qu'on sait que les zones rurales où habite la population qui dépend le plus de l'agriculture, vont être le plus touchées et qu'une des réponses au changement climatique va être une forme de migration interne vers les villes. Donc, il y aura à la fois des écarts qui se creusent. Donc, ici, j'ai repris de nouveau des graphiques de rapport du groupe de travail 1 de GIEC, qui montre juste, donc effectivement, l'inégalité de réchauffement. Ici, ce n'est pas les précipitations, on peut faire les mêmes graphiques, je pourrais les montrer. Et là, c'est les hausses de température. Selon si on se tient à 1,5 degré en bas à gauche, vis-à-vis de 2 degrés de réchauffement global en moyenne et 4 degrés. Et donc, on voit bien la répartition inégale et qui, par conséquent, donc, va donner aussi des effets économiques inégaux. Et c'est ça qui est démontré ici dans l'étude de Bursinski et al., qui est une étude économique. Dans la carte du monde, vous voyez le pourcentage de revenus par tête selon le scénario, la RCP 7,0 en 2100. Et donc, on voit bien que c'est le continent africain, l'Asie du Sud-Est et aussi en grande partie l'Amérique du Sud qui seront affectés, mais que d'autres zones du monde, notamment la Norvège, le Tibet, en fait des parties de la Russie, vont voir des augmentations de revenus par tête. Ça, c'est évidemment aussi des scénarios, des projections très incertaines. Hein. Je cite ça en citant cet article. Et vous voyez, ce qui est intéressant à droite, c'est peut-être difficile à voir, mais sur l'abscisse, vous avez les latitudes, donc de 20 à moins 20. Et vous voyez que vraiment, cette perte de revenus, c'est dans les zones tropicales. C'est là où la perte de revenus par tête peut atteindre... pardon, c'est sur l'ordonnée que vous avez les latitudes. Vous pouvez atteindre moins 60% en revenus par tête dans les zones tropicales, qui va donc creuser les inégalités et affecter les migrations. Donc ici, c'est des changements de population prévus par la même étude d'ici 2100. Donc on voit le dépeuplement de l'Afrique de l'Ouest, aussi dans le nord de l'Inde, vers le nord. Voilà.
Et ce qui est plus intéressant, je pense, c'est la distribution de revenus. Là, on voit une distribution de revenus. Comme vous voyez, vous allez du noir vers la ligne bleue et la ligne rouge. Vous bougez du scénario d'émission de plus en plus pessimiste, donc les RCP. Et la ligne rouge, c'est le RCP 8,5, donc le plus pessimiste, en 2100. Vous voyez que la distribution de revenus va s'aggraver, donc il y aura plus de pauvres, notamment une plus grande part de la population mondiale qui va vivre sous le seuil de pauvreté. Et donc, ce qui montre aussi cette étude, c'est que le fait de pouvoir migrer, certes, peut atténuer cet effet sur les inégalités, mais pas tout à fait. En fait, il montre que l'effet sur la pauvreté est plus grand en diminuant les émissions directement, et donc changer de scénario d'émissions, que d'essayer de rendre la migration parfaitement sans frein. Parce qu'on pourrait imaginer qu'une solution à ce problème, ça serait de diminuer les barrières aux frontières, qui certes peut être une bonne chose à faire pour pouvoir donner accès à plus de monde à cette stratégie d'adaptation qui est finalement la migration, mais ce n'est pas aussi efficace pour diminuer les inégalités dans le monde que de réduire les émissions. Donc ça, ce n'est pas montré ici, mais je vous le dis parce que je trouve que finalement, il y a des études économiques maintenant qui s'intéressent aux inégalités des effets du changement climatique et qui montrent aussi un peu les arbitrages des politiques. Après, évidemment, comment expliquer tout cela? Est-ce qu'on est sûr que c'est le changement climatique qui pousse les gens à migrer? Non, ça c'est toute la difficulté. Comment on définit un migrant climatique vis-à-vis de migrants économiques? Cela est facile dans certains cas. Quand il s'agit de la montée des mers et des petits États insulaires qui vont être inondés, c'est facile à définir ce qu'est un migrant climatique de ce point de vue-là. Mais quand il s'agit de hausse de température, de pertes de productivité dans le secteur agricole ou dans d'autres secteurs économiques, ce n'est pas aussi simple de distinguer ce qui est un migrant climatique et un migrant économique. Est-ce que c'est important ou pas? Je ne le sais pas, mais je voudrais vous dire qu'on n'a pas de réponse là-dessus. C'est ça aussi la difficulté. Comment définir un migrant climatique ou plus tard, si on voudrait créer un statut de réfugié climatique, il faudrait bien définir le composant involontaire de ce déplacement. Mais il y a beaucoup d'études, notamment, qui essayent d'établir ces mécanismes. Et l'idée, c'est que en connaissant les mécanismes qui poussent à utiliser la migration comme une stratégie d'adaptation au changement climatique, que les politiques pourraient devenir plus efficaces. Par exemple, si on pense que le mécanisme principal derrière les migrants climatiques est la perte de productivité dans le secteur agricole, il convient donc à renforcer le secteur agricole pour devenir plus résilient. Et c'est ce qui est vraiment un mot d'ordre, comme d'autres intervenants ont souligné ici, c'est comment on rend le secteur agricole plus résilient vis-à-vis du changement climatique. Et tout cela, ça revient à un autre fait stylisé que j'aimerais souligner, c'est le fait que ce n'est pas uniquement les politiques migratoires en soi ou les politiques de changement climatique qui comptent vis-à-vis des effets finalement sur la distribution de la population, mais c'est aussi toutes les autres politiques d'adaptation, notamment ici, je donne des exemples du secteur agricole. Et ce qui est assez contradictoire, c'est que tout ceci, c'est très bien, c'est compatible avec les objectifs de développement durable des Nations Unies, de renforcer le secteur agricole, mais en termes d'effet sur l'immigration, il ne faut pas se tromper et penser que ça va diminuer l'immigration, parce qu'en fait, si on rend l'agriculture plus résiliente, on améliore sa productivité face au changement climatique, à ses effets, ça va augmenter les revenus dans les pays d'origine et peut-être permettre à une partie de la population à utiliser la migration comme stratégie d'adaptation, ce qui était une bonne chose pour ces personnes et leurs familles, s'ils souhaitent migrer. Mais en termes de politique publique, on entend souvent parler qu'il faut renforcer l'agriculture dans les pays du Sud parce que ça peut diminuer les flux de migration. Ce n'est pas du tout peut-être le cas. Parce que vous vous souvenez, donc il y a
cette relation inverse entre le revenu et les incitations à migrer. Donc ici, je parle évidemment des changements climatiques progressifs et graduels. Quand on parle des événements irréversibles, comme la montée de mer, les inondations, là, c'est autre chose. Là, on parle plus de déplacés climatiques. Finalement, donc, pour continuer sur cette lignée, les politiques publiques dans d'autres domaines sont importantes. Certes, on sait très bien que le transfert d'argent, par exemple, peut aider les gens à utiliser la migration comme un moyen d'adaptation, mais il y a aussi des politiques publiques comme nos systèmes de sécurité sociale. Donc, il y a d'autres études par la Banque mondiale qui montrent bien que le fait d'avoir une portabilité des systèmes d'assurance sociale peut permettre à des personnes à utiliser la migration comme une adaptation. Donc, il s'agit de penser toute la panoplie de politiques publiques en termes d'adaptation au changement climatique, pas uniquement les politiques directes migratoires. Et ce qui est intéressant en termes de secteur agricole, c'est que souvent ce sont les travailleurs agricoles dans les pays du Sud qui portent le risque vis-à-vis du changement climatique. Et quand on regarde des grands programmes d'assistance au travail, donc ici j'ai cité l'exemple de NREGA en Inde, qui est une forme de garantie d'emploi dans les zones rurales. Donc si vous ne trouvez pas d'emploi, vous avez une garantie de pouvoir travailler 100 jours par an. Donc ce genre de système peut agir, il semble, comme un moyen de mieux répartir le risque entre les travailleurs agricoles et les propriétaires terriens. Donc, il y a beaucoup d'études intéressantes actuellement dans les sciences sociales qui se penchent vers ces interconnexions entre les effets du changement climatique en termes de migration et leur relation avec les politiques publiques dans d'autres domaines, qu'on a tendance à oublier un peu. Et là, je voulais aussi dire qu'il s'agit non seulement de politiques publiques proprement parlant, mais aussi de toutes nos institutions sociales, en fait, comme on a bien vu après la Covid, que la façon dont nous organisons nos systèmes de santé, nos services de prévision ou de protection sociale, ont un effet quand il y a des événements extrêmes, aussi événements extrêmes climatiques. Et en termes d'institutions, on peut aussi souligner le fait que développer des systèmes fiables météorologiques qui donnent les bonnes prévisions à temps pourrait permettre à rendre les migrations sûres et anticipatoires plutôt que de voir des déplacements après les événements extrêmes en toute urgence. Donc, les liens entre le changement climatique et l'immigration ne sont pas simples et ils sont affectés par ces politiques qu'on pourrait penser sont totalement éloignées du cœur du sujet. Et c'est ça que je voulais souligner ici. Et l'intervenant précédent a aussi parlé des marchés. Et ici, je dis quelque chose d'assez controversé en France, mais donc on peut aussi souligner que les marchés de distribution de l'eau sont en fait une sorte d'adaptation, une politique d'adaptation à la rareté de l'eau qu'on va voir avec le changement climatique, tout comme l'organisation de nos services de santé. Voilà. Et finalement, pour conclure, ce n'est pas une fête stylisée, mais c'est vraiment un dernier point à souligner. C'est la question si les migrations sont une forme de maladaptation. Parce que comme vous le savez, et j'imagine que d'autres intervenants vont y revenir plus tard aujourd'hui, on parle beaucoup de maladaptation dans les rapports du GIEC. Et je trouve qu'il est intéressant de discuter si les migrations climatiques sont une forme de maladaptation. Et tout dépend comment il se passe. Donc, on peut séparer les migrations qui sont planifiées, ex-ante. On connaît, par exemple, on anticipe qu'il y aura plus de sécheresse, on a accès à des services météorologiques fiables. On peut se dire que voilà, il faut que j'arrête à faire de l'agriculture dans cette zone-ci, où un gouvernement décide qu'il faut déplacer une population vulnérable le long du littoral. Si c'est fait d'une façon ordonnée
et anticipatoire, c'est une stratégie d'adaptation, je dirais. Si c'est fait ex post, en urgence, après les événements extrêmes, comme on l'a vu par le passé, après des ouragans, des typhons, des inondations, là, on peut effectivement parler de maladaptation. Donc, c'est pour ça que le lien entre le changement climatique et les déplacements et les migrations est très complexe. C'est très intéressant. On commence à avoir des projections chiffrées, comme vous avez vu sur un slide auparavant. C'est controversé. Je pense qu'il faut bien utiliser les termes. Je n'ai peut-être pas donné un bon exemple ici. J'ai utilisé le terme de migrants, de déplacés un peu d'une façon interchangeable. Je pense que vous avez retenu que quand on utilise les deux termes, il y a évidemment des sujets politiques et sécuritaires énormes. Les gens, d'autres gens qui ont suivi ce sujet bien longtemps, dans les sciences sociales, notent qu'il y a de plus en plus ce qu'on appelle une sécurisation de ce sujet dans le débat. C'est devenu un sujet d'importance sécuritaire pour beaucoup de pays. Et qui n'a peut-être pas lieu d'être. Et je voudrais quand même finir sur un point important, je pense, qui est que je voulais rappeler, je pense que c'est le président de Kiribati qui avait écrit une lettre en anticipation de la COP 21 2015, appelant aux pays à haut revenu à signer un moratoire sur l'exploitation des mines de charbon. Et donc, en fait, je voulais finir sur ce point que dans toutes les discussions d'adaptation, que ce soit l'adaptation via l'immigration, la meilleure forme d'adaptation, finalement, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre à la source, avant qu'on commence à parler de l'adaptation en termes de migration ou autre. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup Catherine de nous avoir éclairé sur ces complexes interactions. Il est maintenant temps de prendre quelques questions. Oui. Merci beaucoup pour la présentation. Alors j'ai deux questions. Une première, peut-être sur le terme de migration climatique, au regard de ce que vous avez dit aussi, est-ce que le terme de migration climatique ne participe pas peut-être à éluder ou en tout cas à invisibiliser un peu plus l'importance justement des politiques qui anticipent, donc des politiques publiques et des aspects de gouvernance qui sont associés en fait à la capacité à empêcher en fait cette migration, en tout cas à faire en sorte qu'elle n'arrive pas. Donc le fait d'avoir ce terme de migration climatique est quand même assez récent. Est-ce que ça ne participe pas peut-être à mettre sous silence les aspects de gouvernance qui sont centraux aussi? Voilà votre avis là-dessus. Et une deuxième question sur les études qui existent aujourd'hui. Est-ce qu'on a eu des études qui ont été faites sur l'Europe, sur les fast events comme les inondations, je pense à ce qui s'est passé dans la vallée de la Roya, ce qui s'est passé en Allemagne, où on a eu des déplacements de population aussi importants sur des périodes aussi assez longues. Il y a eu des reportages qui ont été faits là-dessus notamment. Est-ce qu'on a des études des études chiffrées sur cela pour l'Europe, ou est-ce qu'on se concentre encore plus sur les pays que vous avez montrés notamment sur la carte? Merci. Merci beaucoup pour ces questions. C'est très intéressant ce que vous évoquez parce que justement, une partie de mes recherches actuelles touche aux inondations en Europe, en France notamment, parce qu'on ne sait pas trop est-ce que les gens prennent en compte ce risque climatique qui existe aussi dans des pays à haut revenu. Et ce qui est assez désolant peut-être, ce qu'on voit dans des études qui ont été faites au niveau global et récemment aux États-Unis, c'est qu'il ne semble pas que les populations bougent des zones à risque. Parce qu'on pense qu'actuellement, avec tous les rapports du GIEC, il y a de plus en plus une prise en compte accrue de risques climatiques. Et est-ce que cela va jusqu'aux individus et ménages qui sont dans ces zones à risque? Et actuellement, ce que voient certaines études en fait, des États-Unis, c'est que le risque, et là, ils prennent en compte non seulement le risque des inondations, mais aussi des ouragans, parce que c'est un pays très touché par ce phénomène climatique. Et la concentration de population dans ces zones à risque ne bouge pas, parce qu'il y a aussi une concentration d'aménités, notamment pour les inondations. C'est des villes côtières, c'est des villes le long des fleuves, où traditionnellement, l'activité économique s'est développée.
Et donc, on a ces concentrations assez aberrantes de population dans des zones à risque, mais qui ne semblent pas bouger, même quand il y a eu des événements. Et donc, actuellement, je ne peux pas vous dire où ça en est pour la France, parce qu'on est en train d'effectuer cette étude de la mobilité résidentielle en France, mais on sait que les politiques publiques s'est accaparées de ce sujet, notamment dans la loi climat de l'année dernière, pour réviser en France nos PPRL, donc les plans de prévention de risque littoral, pour qu'il y ait plus de culture de risque. On a peut-être un défaut en France, et donc tout l'enjeu aujourd'hui, je pense, vous avez tout à fait raison de le souligner, c'est de développer cette culture de risque, parce qu'on n'a pas été suffisamment touché dans le... Même récemment, quand on pense aux grands événements en France, il y a eu des événements comme la tempête Cynthia qui a effectivement changé un peu comment ces risques sont pris en compte. Mais il y a vraiment des enjeux, on voit qu'il y a une sorte d'immobilité presque, où on aurait souhaité qu'il y ait plus de mobilité. Aussi parce qu'on a aujourd'hui aussi des systèmes d'assurance en France qui ne distinguent pas vos remboursements, disons, selon là où vous êtes localisé, en fait. On a mutualisé le risque jusqu'à un niveau où l'individu n'a pas d'incitation économique à prendre en compte ce risque, au moins en termes de dommages physiques. Après, votre deuxième question, c'est aussi une excellente question. Donc moi, je ne suis pas en sciences politiques. Il y a ce discours, effectivement, qui va être très marqué, je pense. Comment on perçoit des migrants ou de ce phénomène de migration climatique, ça va dépendre comment on le nomme. Et c'est pour ça qu'au début, donc on parlait beaucoup de réfugiés climatiques, il y a beaucoup de discours dans la presse, dans les médias qui utilisent ce mot, qui est aberrant pour les juristes. Et je pense qu'il y a beaucoup de confusion, effectivement, autour de l'accueil des migrants qui est basé sur le fait que les gens ne savent pas distinguer ce qui est un demandeur d'asile, ce qui est un réfugié, qui est un migrant. Et migration climatique, effectivement, ça peut donner l'impression qu'on peut le gérer, en fait, qu'on peut mettre en place des politiques pour les gérer. Et c'est peut-être l'idée, en fait. L'idée, c'est peut-être ça, que s'il y a dans le futur une augmentation des migrations qu'on peut lier au changement climatique, et c'est notamment le cas de la montée des mers, quand des zones de globe vont être inhabitables, là, on pourrait imaginer que l'OIM instituerait un système de quotas selon la responsabilité des émissions dans le passé. En fait, on pourrait imaginer cela. Donc, il y a différentes opinions. D'un côté, il y a des personnes qui pensent qu'on pourrait instituer un système de gestion de ces migrations, ou effectivement, pourquoi, par exemple, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui devraient accueillir les habitants de petites îles insulaires, s'il faut qu'ils quittent leurs îles, on pourrait imaginer que c'est d'autres grands émetteurs qui pourraient les accueillir. On pourrait imaginer un système comme ça, qui semble peut-être pour certains utopique. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui nient le phénomène tout à fait, qui disent que bon, on ne peut pas séparer ce qui est un migrant climatique de ce qui est un migrant économique. Quelqu'un qui a subi des pertes de ses revenus agricoles suite à des sécheresses répétées, est-ce que c'est un migrant climatique ou est-ce que c'est un migrant économique? Est-ce que c'est intéressant même de pouvoir répondre à cette question? Il y a des études à ce sujet qui sont intéressantes dans les pays du Sud. J'ai des collègues qui ont mené des enquêtes dans le Bangladesh, justement pour voir si les natives étaient plus accueillants quand on disait que c'était des migrants climatiques vis-à-vis d'autres migrants. Et on ne voit pas trop d'effets, mais on voit selon si la personne elle-même a subi des effets climatiques dans le passé. Là, les personnes étaient plus accueillantes vis-à-vis des migrants. Et là, c'était vraiment des expériences avec des migrants climatiques qui avaient quitté, je pense, les Sundarbans, en fait les marais, et qui sont venus se réfugier ailleurs au Bangladesh. Donc il y a beaucoup d'aspects à cette question, à laquelle je n'ai peut-être pas bien répondu, parce que je ne suis pas en sciences politiques, mais je sais que mes collègues qui travaillent en sciences politiques, ils sont vraiment
au fond, dans ces aspects sécuritaires des migrations, parce que c'est devenu un enjeu sécuritaire, et c'est un sujet assez difficile de ce point de vue. Et ici, j'ai essayé de donner un peu l'aperçu d'un économiste qui a effectivement une perspective un peu limitée, peut-être restrictive, mais... Donc, merci d'avoir ouvert un peu plus. Merci. Alors, on va prendre une toute dernière question et ensuite on poursuivra les échanges pendant la pause. Bonjour, Franck Algéry, professeur à l'École des Mines. J'avais en fait, merci pour votre exposé, j'avais deux questions. La première, c'est que donc, votre titre, c'est Migration et changement climatique, mais les exemples que vous avez donnés, c'est plutôt des migrations qui sont associées à des événements extrêmes. Et ces événements extrêmes, ils sont en partie imputables au changement climatique, mais pas nécessairement. Donc je me demandais, est-ce que dans les travaux, on fait la distinction entre... est-ce qu'on parle des changements climatiques de façon un peu indéterminée ou est-ce qu'il y a des travaux plus spécifiques sur les événements extrêmes? Parce qu'on voit bien là, les tempêtes, les inondations, les sécheresses, etc. Donc ça, c'est un premier point. Et puis la deuxième question, c'est qu'il y a des historiens qui travaillent aussi sur ces questions sur le temps très très long, parce qu'il y a eu des changements climatiques et des événements extrêmes dans des temps très reculés. Il y a même des civilisations qui ont disparu. C'est bien que par exemple le peuplement du continent américain, c'était lié à un moment où on a pu effectivement, il y avait des changements importants. Est-ce que vous travaillez avec les historiens là-dessus pour mieux comprendre comment le passé peut instruire la réflexion dans le présent? Merci. Oui, merci pour ces questions. Je n'ai pas été suffisamment claire peut-être. Il y a beaucoup d'études maintenant sur les liens entre le changement climatique et les migrations, où effectivement, ils montrent qu'il y a plus de migrations temporaires suite à des effets extrêmes, à des événements extrêmes, mais à court terme. Donc vraiment, ce qu'on doit considérer comme plus préoccupant, peut-être vis-à-vis des enjeux globaux, géostratégiques, la répartition de la population, c'est plus les événements graduels. On montre que c'est ça qui crée plus de migrations permanentes à long terme. Donc vous pouvez penser à la désertification, c'est sûr que ça va forcer une partie de la population à se déplacer. Donc il y a beaucoup d'études sur les deux types de phénomènes et qui démontrent bien que peut-être ce qui est le plus préoccupant dans le long terme vis-à-vis des migrations permanentes, ce sont les processus graduels. La hausse de température, la désertification et non seulement la montée de mer qui donc paraît peut-être évident. Après, votre deuxième question, personnellement, je n'ai pas mené des études historiques. C'est extrêmement pertinente. Je suis d'accord avec vous. J'ai des collègues qui le font, notamment sur l'ancienne Chine. Effectivement, donc là, on a beaucoup à apprendre. On n'a pas besoin de remonter des siècles. On peut aller jusqu'aux années 30 des États-Unis et le Dust Bowl, par exemple, qui montrait bien que ce mythe des fermiers qui sont allés très loin, qui ont migré vers la Californie, ce n'est pas exactement ça qui s'est passé. Souvent, les gens qui travaillaient dans le secteur agricole des fermiers, ils étaient tellement impactés par ce phénomène extrême d'érosion de sol qu'ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas les ressources à migrer très loin. Ils migraient à l'intérieur de leur comté aux États-Unis vers des zones qui souffraient moins de l'érosion de sol. Et ce qui est le plus intéressant dans ces études historiques, c'est qu'ils montrent qu'il y avait un changement de flux, de composition de flux. Au lieu d'être des migrants plutôt sélectionnés, plus jeunes, avec plus d'éducation, parce que la migration est sélective. S'il y a un phénomène dans l'économie des migrations, c'est qu'il y a vraiment une sélection à qui migre. Donc, suite à ces événements extrêmes, on voit des changements. Donc, c'est même les personnes âgées qui migrent, c'est les familles entières qui migrent, c'est les personnes aussi avec un plus faible niveau d'éducation. Et c'est ça qui finalement est le plus intéressant, je pense. Les médias parlent de chiffres, de nombre de migrants, et ce qui est le plus intéressant, c'est que ça va changer de caractère. Il y a peut-être des familles entières qui vont sûrement être forcées à migrer,
Et ça ne va pas uniquement être des migrants travailleurs, disons, en âge de travailler. Je pense que ce sont ces aspects plus qualitatifs de changement des flux de migration qui sont importants à garder en tête. Merci beaucoup Catherine.